Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre prospective, votre activité, vos activités et votre prisme de lecture, vos prismes de lecture. Et on va vous laisser vous présenter succinctement. On va commencer par Jacques Sapir. Jacques Sapir, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis professeur retraité. Donc, j'ai été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, économiste bien entendu, spécialiste de la Russie et des questions monétaires internationales, donc de la question de l'euro, avec quelques intérêts sur la politique française et surtout sur le droit constitutionnel. Olivier Berruyer. Moi, je suis actuaire, donc j'ai créé le site lescrises.fr en 2011, que j'anime depuis lors et qui traite d'économie, de géopolitique, un peu de politique. Olivier Delamarche. Et je suis économiste de marché, j'ai travaillé longtemps sur les marchés financiers. J'ai une société qui est un family office à Genève et j'écris une lettre mensuelle qu'on peut retrouver sur un site internet qui s'appelle audelamarche.fr. Alors je vous lance, les gilets jaunes, la lettre de Macron, l'Europe, la finance, les perspectives, les solutions, on commence par quoi? Jacques? Si on veut, on peut commencer directement par les gilets jaunes, parce que d'une certaine manière, ils ont servi de révélateurs. S'il n'y avait pas eu justement le mouvement des Gilets jaunes, nous serions très probablement en train de nous arracher les cheveux, de dire mais tout réussit à ce jeune homme, je ne dis pas ce gamin, même si certains peuvent le penser, tout réussit à ce jeune homme, il a fini d'achever le droit du travail, il a cassé largement le statut de la SNCF, il aurait, s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, commencé sa réforme de la sécurité sociale, sa réforme du mécanisme des retraites, peut-être même sa réforme constitutionnelle, puisqu'on sait qu'il veut réduire très largement le nombre de députés et de sénateurs. Donc voilà, il faut bien dire que le mouvement des Gilets jaunes, ça a été, non pas le grain de sable, mais le méchant caillou qui l'a empêché de continuer sa marche en avant. Et donc, oui, le mouvement des Gilets jaunes, il faut absolument démarrer par ce mouvement, et puis pas seulement à cause de cette dimension politique. Il y a une dimension à la fois sociale, psychologique, émotive, extrêmement importante, parce que ce mouvement a été l'occasion d'une vague de répression policière sans équivalent depuis ce que l'on appelait les années Marcellin, de la fin des années 60 et du début des années 70. Je n'ai jamais vu, depuis ces années, un tel niveau de violence par les forces dites de l'ordre. Alors, c'est extrêmement troublant parce que on pouvait penser que la France s'était réconciliée avec ses forces de l'ordre à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère. À la suite des autres attentats, comme l'attentat de Nice, même chose, le sacrifice du colonel Beltrame, qui avait été un point important d'ailleurs dans la mentalité générale, dans la psychologie générale. Et puis on voit que tout ça, ça a éclaté. Les forces de l'ordre ont eu un comportement extraordinairement violent. Et au-delà, on voit qu'il y a une espèce de durcissement de la justice, une justice qui devient extrêmement expéditive. On a le cas d'Ettinger, mais on en a d'autres. Il y a d'autres gilets jaunes qui sont mis en examen, qui sont convoqués. Bref, on est en train de revenir très vite à la situation de la fin des années 60. Et cela, ça dit quelque chose sur l'état de la société française. Une société qui est désormais clivée de manière irrémédiable entre une petite élite, voire, disons, 10% de la population, qui fait sécession par rapport au reste de la population. Et ça, c'est révélé de manière extrêmement crue par le mouvement des Gilets jaunes. Donc oui, il faut absolument démarrer par ce mouvement des Gilets jaunes. Olivier Berruyer. Oui, Jacques a fait un excellent résumé sur la problématique des Gilets jaunes. En effet, ça
ça révèle plein de choses. Moi, ce qui me frappe le plus, en effet, c'était l'apathie depuis une vingtaine d'années maintenant, face à des réformes régulièrement, évidemment néolibérales et toujours dans un sens de moins de droits. Maintenant, j'ai la quarantaine, depuis que je suis électeur, chaque année, c'est tiens, qu'est-ce qu'on m'a enlevé cette année comme droit? Il n'y en a pratiquement pas eu en plus. Vous regardez, vous faites un bilan sur 20-25 ans, qu'est-ce qu'il y a comme droit en plus, qu'est-ce qu'il y a comme droit en moins. Évidemment, c'était insidieux, ça a toujours été un petit truc en moins de ci, de là. Enfin, on commence en disant je vais vous enlever beaucoup, et puis je vous enlève que la moitié parce qu'il y a eu des manifestations, mais par contre, le président d'après, il vous fait la deuxième partie du travail, mais sauf que lui aussi, il va plus loin, et c'est ce qui se passe sans arrêt. Les lois El Khomri, il y a des choses qui n'ont pas été mises, les lois Macron l'a mis, et puis quand Macron a été élu derrière, c'est encore des droits sociaux en moins, et les gens sont assez apathiques, ce qui peut peut-être se comprendre dans un sens historique, qui est que beaucoup de gens se rendent compte qu'on a peut-être eu en termes de droits une évolution en forme de cloche, qu'on est passé par un maximum de droits dans les années 80 à peu près, et que depuis, tout le monde se rend compte qu'en termes économiques, en termes politiques, et sur plein de sujets, on a toujours une forme maintenant de fermeture. Donc je répète, au niveau des droits, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de ne serait-ce que l'humour à la télé, regardez ça, ce qui se passe dans les années 80, aujourd'hui Coluche, des proches, tout ça vous oubliez, ça passe plus du tout. Alors ça semble anecdotique, mais ça dit quelque chose, et les gens, je pense aussi, se disaient, mais comme on est dans une optique de qu'est-ce qu'on va m'enlever cette année, et peut-être au 31 décembre, tiens ça on ne l'a pas pris, ouf c'est plutôt bien, les gens réagissaient peu, manifestaient peu, ou alors effectivement aller faire 2 heures de défilé entre Bastille et Nation avec l'efficacité qu'on a vue. Donc ouais, il y avait une forme d'atonie. Et ce mouvement des Gilets jaunes, avec plein de points positifs et évidemment quelques points négatifs, on secouait le système politique qui en a besoin. Parce que, comme le disait Jacques, sans ça, il continuerait parce que... évidemment, on n'est pas dans une forme de démocratie, on est dans une forme de monarchie élective libérale, ce qui est drôlement mieux qu'une dictature, mais ce qui reste une monarchie élective où on a élu, et en plus cette fois-ci dans des conditions extrêmement discutables, quelqu'un qui représente peut-être 20% et encore du corps électoral, et qui se dit maintenant que je suis élu, pendant 5 ans je fais tout ce que je veux, parce qu'en plus les institutions non démocratiques pour le coup me donnent une majorité de 70% des députés pour faire ce que je veux pendant 5 ans. Et comme Macron a en plus une particularité qui est assumée par lui, qui était de dire en gros, moi je suis là, je viens, je réforme la France, moi toujours dans le même sens, et puis quand j'ai fini, dans sans doute 10 ans, je m'en vais. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il ne se projetait pas très longtemps dans la politique. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un comme ça, qui vient juste d'arriver, qui pour lui est parti dans quelques années, on voit très bien que aller manifester tranquillement dans la rue, ça ne faisait strictement rien, parce qu'il s'en fout royalement. Alors qu'on voit très bien qu'un Chirac, un Sarkozy ou un Hollande, avec leurs défauts, au bout d'un moment, aurait dit, ça va, on va se calmer un peu, on va retirer ça. Lui, non, on est vraiment dans une forme d'extrémisme. On dit souvent, il faut lutter contre les extrêmes. Là, on a un extrême au pouvoir. C'est un extrême néolibéralisme, un extrême, un système comme ça qui n'a pas de ressort politique. Et il en a fait encore ce matin un bel exemple quand il dit finalement regardez l'ISF, si on le remettait, ça ne changerait pas la vie d'un seul gilet jaune. On voit très bien que le type il essaie de faire la politique, il ne connaît pas la politique, parce que la politique c'est aussi essentiellement des symboles. Et quand bien même ça ne changerait rien aux gilets jaunes, quand il y a 80% de gens qui le demandent, on le fait, point final. On n'a pas besoin d'un technocrate qui s'imagine plus intelligent que 80% des gens. Il n'est pas là pour ça. Il est mandaté par le peuple, donc il fait ce que le peuple veut. C'est ça, normalement, la démocratie. Après, il peut... évidemment, il est très représentatif d'une dérive élitiste, je ne sais pas comment la qualifier, de gens qui pensent qu'ils sont plus... Oui, il y a quelque chose de religieux sur la partie européenne, pour le coup. C'est vraiment pour moi une analyse qui est frappante. On y reviendra plus tard. Pour le reste, non, je pense que c'est juste une espèce de gens qui se croient très intelligents parce qu'ils ont fait l'ENA, parce qu'ils sont inspecteurs généraux des finances, qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire pour le pays. La preuve, on lui a confié le pays dans un état, on voit où ça en est au bout de 2 ans. Donc c'est vraiment, on a le génie politique qui a été vanté pendant des mois par les médias. Donc dans 2 ans, on ne sait pas où on sera. Je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Mais il se croit toujours plus intelligent que les autres, ce qui n'est clairement pas. Et ça, les faits parlent tous les jours d'eux-mêmes. Avec une forme d'égo boursouflé, quoi. C'est ça le problème, à mon avis, du macronisme. Olivier Delamarche.
Moi, je suis d'accord avec Jacques. La brutalité, c'est la force du faible. Hein, et aujourd'hui, Macron, c'est quoi? C'est un pré-ado qui est resté pré-ado et à qui on donne des jouets de grands. C'est fabuleux. On lui donne la carte bleue de papa et on lui donne des jouets de grands. Comment voulez-vous que ce type reste à sa place? Il ne peut pas. Il n'y a pas des institutions pour encadrer le chef de l'État? Mais non, mais il n'y a rien. Le Il n'y a Sénat. rien, parce que justement, aujourd'hui, on est dans une république où une majorité écrasante à l'Assemblée de gens qui n'ont rien à faire là, qui n'ont absolument rien à faire là. Ces dernières élections, on aurait mis un babouin à la place d'un député en face d'un FN. Le babouin était élu. Donc il a une majorité écrasante de gens qui n'ont rien à faire là. Lui non plus n'a rien à faire là. Il a enfilé un costume qui est beaucoup trop grand. Mais Hollande avait déjà enfilé un costume qui était beaucoup trop grand pour lui. Tous ces gens-là, c'était prévisible ce qui allait se passer avec les Gilets jaunes, parce que à force de ne pas être représentatif, regardez ce qui s'est passé, c'est assez caractéristique, ce qui s'est passé en Essonne, dans la circonscription de Vals. C'est étonnant. 77 500 électeurs. Vous savez à combien étaient élus au deuxième tour le représentant République en marche face à une femme de la France insoumise. Je ne sais plus son nom. Enfin, bref. Le gars qui a été élu, 6400 voix. Sur 77 500 électeurs, 6400 voix. La fille de la France insoumise qui a perdu, 4000 et quelques. C'est délirant. Le type, il va parler pour 77 500 personnes, et c'est que les électeurs, je ne parle pas des enfants, je ne parle pas des... Bon, ou ceux qui n'ont pas leur cas, il va décider pour eux. Donc vous avez des gens qui sont aujourd'hui élus avec une minuscule partie de la population et qui après font absolument ce qu'ils veulent. Donc évidemment qu'à un moment ou à un autre, les gens vont s'en apercevoir, les gens vont se dire « mais attends, c'est quoi cette histoire? Moi, je n'ai pas voté pour lui, et en plus, il n'arrête pas de nous taxer, il n'arrête pas de nous... » Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en Europe ce qui s'est passé aux États-Unis avec Obama. On est en train de flinguer la classe moyenne, c'est terminé. Dans quelques années, il n'y en aura plus. Il n'y en a plus aux États-Unis, il ne va plus y en avoir en Europe, et c'était le but, c'était l'idée de Macron, et donc, parce qu'il faut bien taxer quelqu'un. Ils sont dans une logique où, de toute façon, il n'y a pas d'économie. Ils ne feront jamais d'économie, pour la bonne et simple raison que les économies, c'est directement ce qu'ils devraient se couper à eux. S'imposer à eux. Et donc, ils ne feront pas d'économie. Et donc, on a une logique permanente de quoi? D'endettement. Or, l'endettement, c'est quoi? C'est l'impôt futur. C'est ce que vous ne pouvez pas payer tout de suite. Vous le payez plus tard. C'est pour ça qu'on s'endette. Est-ce que la France ne vit pas au-dessus de ses moyens? Non, c'est pas au-dessus de ses moyens. C'est au-dessus des moyens que les fonctionnaires politiques, pas les autres, mais c'est que les fonctionnaires politiques veulent s'autoriser comme moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de baisser leur niveau de vie. Et ces gars-là vont continuer en permanence à imposer parce qu'ils créent de la dette, et donc vous le retrouvez en impôts 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Mais donc il n'y a pas de miracle, si vous voulez. Si vous continuez comme ça, vous êtes obligé de creuser les déficits. Si vous creusez les déficits, vous mettez de la dette. Si vous mettez de la dette, forcément à un moment, il faudra les payer. Et donc, vous imposez de plus en plus. Alors après, vous imposez avec des taxes, vous imposez avec des impôts, peu importe. Mais vous imposez, au final. Que ce soit de la taxe ou de l'impôt, c'est la même chose.
Jacques, est-ce que les gilets jaunes ne sont pas les cadavres d'une mondialisation prédatrice, inhumaine, et est-ce que c'est pas en fait le canari dans la mine d'une mondialisation qui est devenue complètement psychotique et qui ne s'arrêtera pas parce que notre corps d'élite a été terraformé, formé, endoctriné à cette religion? Alors, oui, il est très clair que les Gilets jaunes représentent cette partie de la population qui est majoritaire, qui ne bénéficie pas de la mondialisation, qui souffre en réalité de la mondialisation. Ça se voit d'ailleurs sur leur structure de consommation. Ce sont des gens qui consomment moins de produits importés que des gens qui sont beaucoup plus fortunés. Ce sont des gens dont, par contre, certaines de leurs consommations sont des consommations contraintes. Quand on ne peut plus vivre dans une ville, parce que les loyers sont trop élevés, parce que le prix du mètre carré est trop élevé, on est obligé de partir habiter à la campagne. Mais qui dit habiter à la campagne, dit aussi la nécessité de transport pour se rendre soit à son travail, soit dans d'autres lieux, par exemple, amener les enfants à l'école, les amener faire du sport. Il y a toute une série de raisons qui imposent aux gens de se déplacer. Alors, si je prends mon cas, moi j'habite dans Paris. J'ai pas besoin de voiture, d'ailleurs je n'ai même pas mon permis, parce que j'ai toujours eu une offre de transport public à ma disposition, que ce soit le métro, le RER, les bus, le tramway, amplement suffisante. Mais si j'habitais à 40 ou 50 kilomètres de Paris, je serais obligé d'avoir une voiture. Donc ce qui veut dire que j'aurais des dépenses contraintes. Donc là, si vous voulez, c'est bien une démonstration qu'il y a un problème majeur de ce point de vue-là. Et effectivement, on peut relier cette question à la question générale de la mondialisation, parce que c'est cette mondialisation qui, d'une part, détruit évidemment toute une série d'emplois que l'on cherche à recréer, mais que l'on ne recrée pas évidemment sous la même forme. Vous savez, quand on perd un emploi ouvrier et que l'on recrée un emploi de service, il y a une différence de 500 à 800 euros net de traitement sur cet emploi. Bon, et ça, c'est une chose extrêmement importante, mais qui aussi, si vous voulez, se produit dans le sens où on a une minorité de gens qui s'imaginent, alors pour certains c'est vrai, toute petite minorité, pour d'autres, plutôt de l'imagination, qu'ils vont vivre dans un monde complètement globalisé, voilà, je vais partir passer mon week-end à Bangkok, ou je vais partir passer les fêtes de Noël aux États-Unis, mais oui, je le peux. Regardez, il y a des tarifs qui sont tellement intéressants pour le transport aérien, etc. Bon, mais ça, c'est en fait une minorité de gens qui sont capables de se payer, parce que pour la majorité, eh bien, on est au point de se dire, mais comment je termine le mois ? Et une des revendications des Gilets jaunes, qui était de dire, mais voilà, nous sommes les Français qui, arrivés au 15 ou au 20 du mois, n'ont plus d'argent sur leur compte et sont obligés de demander du crédit à leur banque, en fait, par un mécanisme de déficit sur le compte courant. Donc ça, si vous voulez, c'est évident qu'il y a un lien, de ce point de vue-là, entre la globalisation générale, alors, globalisation dont on peut dire qu'elle est aujourd'hui un petit peu sur le déclin, mais dont les effets et les effets induits sont très largement explosifs dans la société française, et le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, ce mouvement des Gilets jaunes, et je voudrais revenir là-dessus, bien sûr qu'il a une dimension économique extrêmement importante, bien sûr qu'il pose la question de la justice de l'impôt, de la répartition de l'impôt et des taxes, grosso modo des prélèvements, le fait, et ça c'est lié à la mondialisation, que l'on a une liberté totale des capitaux qui empêche en réalité de taxer les flux financiers, de taxer les grandes sociétés. Et ça représente un manque à gagner pour l'État qui est considérable. Plusieurs estimations donnent ce manque à gagner comme équivalent du déficit budgétaire français. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas la France qui vit au-dessus de ses moyens, c'est plutôt le système de la globalisation qui retire des moyens à la France pour vivre comme elle le devrait. Et ça, c'est un autre problème. Pour servir un peuple, il faut l'endetter.
pour asservir un peuple, il y a plusieurs manières. L'endettement, d'ailleurs, n'est pas nécessairement un moyen, si vous voulez, d'asservissement, parce que quand on est très endetté, on peut renverser la table. Rappelez-vous ce qu'ont fait les Russes en 1998, quand même. Ils ont répudié. Si vous voulez, oui, ils ont répudié la dette. Donc il ne faut jamais oublier que cette question de la dette, elle joue dans les deux sens. Si vous êtes un peu endetté, là, votre créancier aura effectivement des moyens de pression importants sur vous. Si vous êtes très endetté, si votre endettement représente une source de revenus importante pour votre créancier, le rapport de force s'inverse de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un premier problème. Mais je voudrais revenir sur une chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, et ça a été quand même extrêmement massif dans le mouvement, il a démarré sur une question des taxes, le prix des carburants, il est passé sur la question du pouvoir d'achat de manière très importante, et puis il a débouché sur des questions politiques, européennes et politiques. Et démocratiques, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, et là il faut le dire, nous ne vivons plus sous la Ve République. La Ve République est morte, grosso modo, des réformes qui ont été faites de la fin des années 1980 jusqu'au début des années 2000. Car si vous lisez le texte de la Ve République, vous voyez que c'est le Premier ministre qui conduit et dirige l'action du gouvernement. Le Premier ministre n'a pas à être cette espèce de factotum du président de la République. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y avait une discordance voulue par les personnes qui ont écrit cette Constitution entre l'élection du président et les élections législatives. Donc, le problème, bien sûr, c'est la question de la proportionnelle. Mais malgré tout, même sans cette proportionnelle, on avait, en 1967, une assemblée où la majorité du pouvoir gaulliste ne tenait qu'à 2-3 sièges, d'ailleurs acquis dans des circonstances assez limites, en particulier le fameux territoire des Afars et des Issas, qui est devenu Djibouti par la suite, et on sait que ça a été l'un des sièges qui garantissait à Georges Pompidou d'avoir sa majorité. Donc, il faut faire attention. Bien sûr que la question de la proportionnelle, bien sûr que la question du référendum sont des questions extrêmement importantes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une déformation de notre Constitution depuis de nombreuses années. Le raccourcissement du mandat du président a joué un rôle extrêmement important et qui a abouti à cette situation. Et deuxième chose, et là effectivement, c'est la question de la qualité des femmes et des hommes qui nous gouvernent. Bien sûr, le général de Gaulle avait son idée de ce qu'il fallait faire. Sauf qu'à un moment donné, il a posé la question aux Français, est-ce que vous continuez à suivre mon idée ou pas ? Les Français ont dit non, le général de Gaulle est parti. Donc cela veut dire que, pour le général de Gaulle, le fait d'être élu ne lui conférait pas une légitimité permanente pendant son mandat. Il avait parfaitement conscience du fait que la légitimité qui venait de l'élection s'érodait au fil du temps et qu'il fallait, à certains moments, la refonder. Et c'est ça à quoi pourrait servir, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Olivier Berruyer. Pour rebondir sur ce qu'a dit Jacques, moi j'aurais dit que la Ve République a pris un sacré coup dans l'aile en 62 avec l'élection au suffrage universel. C'est ce qui torpille la Ve République. À partir du moment où vous élisez le président de la République au suffrage universel, c'est bien entendu lui qui a vocation à déterminer la politique qui est faite, vu la force que lui donne l'élection. Quand la République, Il ne l'a pas fait. Hein. Le général de Gaulle ne l'a pas fait. Il avait laissé une marge de manœuvre importante à Georges Pompidou. D'accord, mais dans sa pratique personnelle. Mais
le général de Gaulle était un très grand démocrate, c'est lui qui a remis la démocratie chez nous en 1945. Bon, point final. Mais après, le général de Gaulle, c'est unique dans l'histoire. Il ne faut pas qu'on ait une constitution qui soit super bien quand c'est le général de Gaulle qui est au pouvoir. Parce que le général de Gaulle, il est là à peu près une fois par siècle. Donc voilà, malheureusement, il faut attendre un peu. Donc il faut qu'on ait une institution qui soit faite pour limiter justement les pouvoirs. Et quand on voit comment il fait la constitution, il est assez normal qu'il y ait cette forme de dérive et qui aboutisse à quelque chose d'assez logique aujourd'hui. C'est vrai que la logique ultime, c'est d'enlever le poste de Premier ministre qui sert à peu près à rien. Voilà. Après, on peut réfléchir à d'autres évolutions, bien sûr, mais en tout cas, sur cet axe-là, la Ve République, c'est la façon dont je vois les choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que après un démarrage de revendications des Gilets jaunes qui sont partis un peu dans tous les sens au bout d'un moment, au bout de 2-3 semaines, vous savez, quand je commençais à regarder, tiens, finalement, mais qu'est-ce qu'ils veulent en plus que l'histoire des taxes qui a été effectivement la goutte de gasoil qui a mis le feu aux poudres, mais l'ensemble des revendications partait un peu dans tous les sens, quoi. Et c'était contradictoire. Les gens disaient, effectivement, je paye trop d'impôts, je comprends, mais par contre, il faut qu'il y ait plus de services publics. Ah oui, mais enfin, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Mais c'est rigolo, après, il y a eu une troisième étape où les gens ont compris que le truc vraiment important, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Parce que c'était un des points qui leur permettrait d'avoir plein d'autres choses que le système politique et les représentants aujourd'hui ne leur donneraient pas. Et ça, moi j'avoue, c'est un combat personnel que j'ai depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années. J'ai fait une pétition il y a 2 ans sur il nous faut vraiment un référendum d'initiative citoyenne, parce que je pense que c'est le combat du XXIe siècle, en tout cas au moins de la première partie du XXIe siècle, pour mettre en adéquation les pratiques politiques avec un point qui est très important, qui est l'élévation du niveau, on va dire, éducatif et un peu d'information qu'on ne s'est pas trop déformé de la population. Mais on n'est plus en 1850 avec une immense partie de la population qui n'a pas accès à l'éducation ou à l'information. Et forcément, ça doit changer un certain nombre de choses. Et on ne peut pas garder des pratiques qui n'évoluent pas depuis un siècle et demi. Et le référendum citoyen est très important parce qu'il y a plein de questions qui font que l'ensemble des citoyens peut vraiment s'en saisir, en discuter. On l'a vu en 2005, au moment du référendum, c'était quand même très étonnant de voir la population qui tout d'un coup s'est vraiment intéressée d'assez près à un truc qui était imbouffable, qui était gigantesque, qui était compliqué. Et on voit que les gens quand même ont fait cet effort-là, et c'était un beau moment. Non, de traité constitutionnel de 2005. Un peu en 92, mais je pense que l'absence d'Internet, en fait, a joué... de toute façon, je pense qu'il y aurait eu Internet en 92, il ne passait pas à Maastricht, ça me semble assez évident, parce que les quelques points auraient évidemment basculé avec plus d'informations et de débats. Et 2005, ça bascule à ce moment-là, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les gens commencent à se rendre compte que, bon, il faut faire attention, il va falloir arrêter les référendums, il faut arrêter de demander l'avis aux gens, et donc renforce l'aspect monarchique, en tout cas non démocratique, du système actuel. Et c'est vrai que ce combat du référendum citoyenne est, à mon sens, extrêmement important, doit vraiment être discuté, débattu assez largement. Pour ceux que ça intéresse, depuis la semaine dernière, j'ai lancé un débat participatif sur mon site lescrises.fr pour rédiger un référendum d'initiative citoyenne. Bon, ça peut se rédiger de différentes façons. Et moi, j'en propose une assez originale, qui me semble quand même assez importante si on ne veut pas se faire truander, en tout cas qu'on teste ça, qui est de ne pas mettre un seuil de signature, parce que tout le monde parle de ça comme d'une évidence, sauf que personne ne sait quel seuil il faut mettre, et qu'évidemment, le but va être de mettre le seuil le plus haut possible pour qu'il y en ait à peu près jamais. Et moi, je pense que ça serait intéressant de discuter, de tester un système contraire, qui serait tout simplement qu'un dimanche par an, on vote sur 7 questions, et toujours 7, et que les gens votent, et je pense, par un système sur Internet, comme on le fait pour les impôts. On pourrait imaginer un système comme ça, pour aller voter et soutenir un certain nombre de questions, et vous regardez à la fin de l'année, en gros, vous prenez les 7 qui ont le plus de signatures, et vous les passez à référendum, ce qui permet de ne pas axer sur une seule question, d'être sûr qu'il y en a 7 par an, et de ne pas se retrouver non plus avec un système contraire où il pourrait y avoir 200 à faire qui torpillerait le RIC. Olivier Delamarche, ce référendum d'initiative citoyenne, est-ce que c'est pas un barnum pour éteindre le feu Est-ce que le référendum, la consultation populaire que Macron est en train d'organiser, est-ce que c'est pas un effet de manche pour... Non, mais c'est différent du référendum d'initiative citoyenne. Enfin, je veux dire, faut pas réinventer la poudre ou le fil à couper le beurre. Les Suisses le font très bien depuis des années et des années. Ça marche très bien. Alors évidemment, les imbéciles
députés En Marche ont Ils sont fait pas tous une levée, imbéciles, hein. ont fait une levée de bouclier en disant de toute façon c'est pour voter pour la couleur des toilettes dans les mairies. Non, c'est pas vrai. Ils votent sur des problèmes budgétaires. Ils votent il va y avoir une votation bientôt sur l'impôt sur les sociétés pour l'harmoniser dans toute la Suisse. Donc je veux dire, ils votent sur des choses qui sont autres que anecdotiques, et ça marche très bien. Et j'ai pas l'impression que les Suisses soient dans une dictature. Ça marche formidablement bien, et c'est pas le pays marche bien. Hein, on n'a pas bon, donc on aimerait bien marcher comme eux d'ailleurs. Ça serait pas mal. Donc voilà, enfin il faut arrêter là-dessus. La consultation de Macron, c'est juste de la com. C'est de la com depuis très longtemps. Ce qu'il faut quand même voir, il faut là-dessus, je pense. On a parlé de la mondialisation, on a parlé de la dérive des institutions, mais la dérive des institutions et le fait que les gens se révoltent aussi, on va y retomber, mais est dû à l'Europe. Je veux dire, on a aujourd'hui, c'est quoi le pouvoir de M. Macron? D'où viennent la moitié des choses qu'il a fait passer, la loi sur le travail, etc. Ça vient bien de l'Europe. Bon, donc ça vient de l'Europe où je vous rappelle qu'il y a quand même un alcoolique notoire qui s'appelle M. Juncker, hein, qui a des sciatiques à partir de 14 heures, et qui dirige l'Europe alors que c'est un type qui n'est pas élu, donc qu'on ne peut pas virer. D'accord, ce qui est le point le plus antidémocratique possible. D'accord. Donc il a déjà été viré du Luxembourg en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de vote, donc on ne peut pas le sortir et c'est lui qui décide pour nous. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, les gens en ont marre. Déjà, les nôtres ne sont pas représentatifs puisque ils sont élus avec 15% ou 20% de la population à peine. Et mais en plus de ça, vous les élisez, et c'est pas eux qui font les lois, ça se passe en Europe avec des gens qui ne sont pas élus. On est arrivé à un point où ça devient une blague. Quand vous avez des gens qui prennent des décisions, comme en Grèce, comme en 2005, etc., vous avez là-dessus l'Europe qui dit « Ah oui, non mais bon, vous avez mal voté les gars, il va falloir recommencer. Hein » Bon. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, non? C'est peut-être que ce qui se passera en Grande-Bretagne. Mais sur la Grande-Bretagne, pour l'instant, c'est un peu trop frais pour je pense que on se dirige plutôt vers un hard Brexit qu'autre chose. Mais bon, après, c'est autre chose. Mais on est dans quelque chose où on vous empêche de sortir. Alors que, paraît-il, c'est une grande communauté de copains, d'amis. Et depuis quand on vous empêche de sortir d'un groupe d'amis? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, secte en général. Hein, c'est plutôt sectaire. Très facile à rentrer, très difficile à sortir. Voilà, donc on vous pompe votre pognon quand vous êtes dedans et on vous empêche de sortir. C'est sectaire, c'est pas autre chose. Donc avec Juncker comme grand gourou de la secte. Donc il y a quelque chose qui évidemment à un moment pesait tellement sur cette classe moyenne qui en prend plein la gueule, passez-moi l'expression, depuis un moment, que fallait que ça sorte. Et c'est en train de sortir. Alors c'est vrai que c'est sorti au départ avec des idées dans tous les sens, parce que c'est justement pas un mouvement qui est structuré. Les politiques avaient l'habitude d'avoir un syndicat devant ou une corporation devant eux. Là, aujourd'hui, c'est pas une corporation, c'est la classe moyenne qui, tout d'un coup, s'est dit il y en a marre qu'on nous prenne pour des imbéciles. Donc, ils se sont retrouvés sur des ronds-points et ils ont essayé plus ou moins de structurer leur truc, mais on voit bien que c'est compliqué. Il y a des batailles d'ego maintenant entre certains représentants, etc. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a pas de représentants. Et finalement, à la limite, il ne doit pas y en avoir de représentants. C'est le peuple qui se réveille et puis qui se dit à un moment, mais
ça suffit, quoi. Enfin, on est dans quelque chose qui est absolument antidémocratique. On nous dit, non, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous le faites, on va revoter. Si vous le faites, on va passer au-dessus de vous. On va demander aux députés de voter autrement. Enfin, on est dans quelque chose qui est... on a l'impression qu'on n'en finit pas de tomber. Jacques, l'euro, c'est une religion. Est-ce que c'est... Quand vous critiquez l'euro, est-ce que vous êtes taxé d'être contre les libertés, contre tout ça, que vous êtes un monstre? Ah oui, mais très clairement, l'euro, alors, il y a deux choses différentes. Il y a la question de l'Union européenne et puis il y a la question de l'euro. L'euro, c'est très nettement une question religieuse. À partir du moment où vous attaquez à l'euro avec des arguments construits d'ailleurs, mes arguments ne sont pas très différents des arguments d'autres économistes qui sont aussi contre l'euro, pas que des Français, pas mal d'économistes anglo-saxons qui sont contre l'euro, et même, je dois le dire, des économistes qui sont pour l'euro. Parce qu'il y a beaucoup d'économistes maintenant, mon quasi-homonyme André Sapir en fait partie, qui disent oui, on est tout à fait d'accord, l'euro actuel ne fonctionne pas, les conditions nécessaires pour qu'il fonctionne ne sont pas réunies, mais, il faut se battre pour que ces conditions soient un jour réunis. C'est là évidemment où on diverge. Et attendez, si on ne l'a pas fait depuis 20 ans, on ne le fera pas dans les 5 années qui viennent, c'est très clair. Et par ailleurs, il faut regarder qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir des conditions pour qu'un euro fonctionne. Et on sait que ça imposerait en fait de prélever massivement de la richesse sur l'Allemagne, entre 8 et 12% du PIB par an, ça dépend de la manière dont on fait les calculs. Et on voit très bien que c'est même pas la question que les Allemands ne veulent pas, c'est que les Allemands ne peuvent pas, si vous voulez. Et ça n'a pas de sens de demander quelque chose à un pays qui ne peut pas le faire. Bon, donc voilà. Mais il fait quand même avec la Grèce. Quoi ? Non, avec la Grèce, ils ont demandé des choses qui étaient pratiquement impossibles. Oui, mais même ce qui a été demandé à la Grèce est d'un niveau inférieur. On a demandé à la Grèce des prélèvements de l'ordre de 4 à 5% du PIB par an. Alors, ce qui était dramatique compte tenu de la situation de la Grèce, mais ça reste encore très inférieur à ce qu'il faudrait demander à l'Allemagne de payer. Si vous voulez, c'est là justement tout le paradoxe de l'euro. Donc, oui, la question de l'euro est, pour les défenseurs de l'euro, à l'évidence, une question d'ordre religieux. C'est l'Allemagne ou l'Italie qui va sortir en premier ? Alors, je vais pas tirer de plan sur la comète. L'Allemagne n'a aucun intérêt à sortir de l'euro actuellement. Parce que l'euro, si vous voulez, est sous-évalué par rapport à ce que serait le Deutsche Mark si le Deutsche Mark existait. On voit très bien que si le Deutsche Mark existait, il se situerait grosso modo avec un taux de change de l'ordre de 1,35 $, 1,45 $. On est actuellement autour de 1,14 $, 1,14 $, 1,15 $. Donc vous imaginez immédiatement tout le gain que cela apporte à l'économie allemande. Donc non, l'Allemagne ne sortira pas dans la situation actuelle. Il y a quand même quelque chose là-dessus, c'est que l'Allemagne va aussi à un moment faire le calcul de ce que ça lui coûterait si quelqu'un la sortait de l'euro. C'est-à-dire si l'Italie se prépare, imaginons que l'Italie se prépare et imaginons que l'Italie sorte. À ce moment-là, l'Allemagne, elle va faire un gros chèque parce que ses banques vont tomber, parce qu'elle a beaucoup de dettes italiennes. Et donc, après, c'est un rapport de gain-perte. Est-ce qu'aujourd'hui, s'organiser pour sortir de l'euro et le faire de façon organisée, et avoir derrière un euro qui remonterait à 1,40 ne serait pas moins douloureux que de subir la sortie de l'euro, parce que c'est ça qui va se passer si l'Italie sort, par exemple, et de subir la sortie de l'euro, et à ce moment-là, de ne pas la contrôler et d'avoir des pertes probablement monumentales. Et je pense qu'ils sont en train de faire le calcul. Est-ce que si le calcul est positif pour eux, ils n'hésiteront pas une seconde. Si le calcul est un peu négatif, peut-être qu'ils attendront encore de voir. Alors d'abord, je ne pense pas que sur cette question-là, on soit dans le domaine de la rationalité. Je veux dire,
Ça, on est d'accord. Voilà, On bon, est ça d'accord. c'est un premier point. Après, il faut bien comprendre une chose. Si l'Italie sort de l'euro, l'euro explose, de Oui. toutes les manières. Parce que On est d'accord. quand on connaît la nature des spécialisations industrielles de l'économie italienne et de l'économie française, on voit qu'en réalité, la France et l'Italie sont en situation de concurrence relative importante. Admettons que l'Italie sorte de l'euro et voit sa monnaie se déprécier de 20% par rapport au cours de l'euro. Le choc induit sur l'économie française serait tellement dramatique que cela contraindrait n'importe quel gouvernement français à sortir aussi de l'euro. Et il faut bien dire que sans l'Italie et sans la France, l'euro n'existe plus. Ce qui existe, à la limite, c'est une zone marque étendue, c'est une zone marque incluant l'Autriche, les Pays-Bas, bon, mais ce n'est plus l'euro. Donc là, je crois que on est très clair sur cette question. Maintenant, il y a un autre problème, et qu'il faut toujours distinguer de l'euro, parce qu'il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. Par exemple, la Suède. Jusqu'au 29 mars de cette année, encore la Grande-Bretagne. Bon. C'est la question, justement, des réglementations de l'Union européenne et du mode de fonctionnement de l'Union européenne. Et là, on voit que l'on a transféré, sans le dire, une grosse partie de la souveraineté des États membres à la Commission européenne, une commission qui est normalement désignée par les gouvernements. Bon, donc on dit, ah oui, mais vous voyez, c'est quand même du démocratique. Bien sûr, c'est du démocratique indirect, c'est du démocratique à 2 tours, à 3 tours, mais ça reste démocratique. Non, en réalité, on a là un groupe de technocrates qui travaillent de manière largement séparée de ce qui se passe dans les gouvernements. Et c'était un des problèmes qui était posé en Italie. Je suis allé en Italie à la fin de l'année 2018 et j'ai pu discuter avec toute une série d'économistes italiens. Ils disaient, mais le problème, si vous voulez, qui a le droit de nous dire le niveau de déficit? Est-ce que le vote du budget est un attribut de la souveraineté du peuple italien ou est-ce que ça ne l'est pas? Et donc on voit bien que c'est la question de la souveraineté qui est posée de manière centrale à travers le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Vous voulez rebondir là-dessus? Oui, il y a plein de choses à dire. Je partage l'analyse de Jacques. Peut-être pour compléter quelques points comme ça, moi je dirais qu'il ne faut pas oublier que l'euro, ce n'est pas une monnaie, c'est un instrument de domination politique. Et ça, on l'a vu en Grèce. Confirmez les autres? Oui, tout à fait. C'est un mode de gouvernance. C'est un outil qui est fait pour que justement il y ait de moins en moins de démocratie, puisqu'évidemment après l'euro est venu un contrôle des politiques économiques, puis un contrôle des budgets, et un contrôle d'à peu près tout ce qui se fait. Je vous donne un exemple, le prélèvement à la source, c'était une demande du Conseil européen quand même, c'est-à-dire faire l'impôt à la source en France. On est arrivé à un niveau de perte démocratique qui est colossal, qui explique sans doute aussi une perte de qualité du personnel politique, parce qu'en effet, vous êtes ministre, ça sert à rien, ça sert à aller tweeter, mais c'est pas plus que ça. Et c'est d'ailleurs quand on voit le niveau des... Non, mais regardez le niveau des ministres, il y a plein de choses que vous ne pouvez plus faire. À la rigueur, vous pouvez détricoter un peu le droit social encore plus, mais c'est jouer à Néron, quoi. C'est détruire encore plus, mais c'est sûrement pas de faire... Mais prenez 81, quand le gouvernement arrive, on peut être pour, on peut être contre, j'ai pas de souci, ça peut être une bonne, mauvaise idée. Les types disent, tiens, on va nationaliser toutes les banques et toutes les assurances. Mais c'est peut-être une mauvaise idée, mais ils le font. Aujourd'hui, vous imaginez que le truc, il est à un horizon, mais infaisable. Même en 2012, en pipotant, Hollande a dit, ouais, je vais peut-être juste couper un tout petit peu les banques. Ils n'ont rien fait, ils sont même pas... Enfin, on est à un niveau de perte du pouvoir qui est colossal. Et en effet, vous êtes un type talentueux, mais vous allez faire ni politique, ni directeur de cabinet. Puis c'est pour ça que vous avez des Benalla au final. Enfin, quand vous êtes de qualité, vous n'allez plus là-dedans. Parce que, mais il faut discuter avec des gens comme ça. C'est déjà très difficile. Parce qu'en plus, ils essayent de faire des économies sans arrêt sur les conseillers ministériels. Ce qu'il encore est fou, au contraire, il en faudrait plus, et en leur disant, vous faites des économies, mais c'est le cerveau de l'État. Et Hollande comme Macron, les premiers trucs qu'ils ont fait en arrivant, ils ont dit, on va diminuer le cerveau. Super, ça se voit. C'est réussi, vous économisez, je ne sais pas combien, mais dépensez bien plus. Donc, si je reviens sur l'aspect démocratique, on voit très bien qu'il y a une évaporation. Et ça, c'est un point qui est quand même très important. Donc évidemment, quand vous votez, c'est pour ça que les gens, ils votent,
Vous changez de président, vous changez même de parti, puis il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien, c'est normal, parce que toutes les politiques économiques, qui sont quand même un rôle central en politique, sont déjà prédéterminées, et c'est des injonctions au niveau européen. Donc l'euro, c'est une des fonctions de l'euro. En plus de la deuxième fonction, dont on a parlé, qui est une fonction un peu religieuse, puisqu'ils ont une espèce de vision de construction d'un super-État européen. Et là, j'insiste. Enfin, les types qui sont sans arrêt en train de critiquer Jacques, moi, en disant « Oui, vous êtes je sais pas quoi, alors évidemment, des souverainistes. » Bah oui, parce que la souveraineté, c'est la définition de la démocratie. Si tu n'es pas souverain, moi, je veux être souverain dans la vie, je veux décider, je veux pas qu'on décide pour moi. Donc, il y a cet aspect-là. Mais c'est rigolo. Et les types, quel est leur projet? Mais il est clair. Ils veulent construire une nation. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus nationaliste que des types qui veulent construire une nation? Et en plus, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, dont les peuples ne veulent pas. C'est quand même du top nationaliste à ce niveau-là. Et les types vous expliquent qu'en plus, un des premiers trucs qu'on va faire, ce serait bien, c'est de faire une armée. Et il faut faire une armée. Ah, attends, excuse-moi, donc tu veux construire une nation, ton objectif c'est de faire une armée parce qu'il y a plein d'ennemis autour. C'est sympa. Et ça, ils arrivent quand même par un renversement à aller critiquer des gens qui sont juste démocrates de base. Ils veulent aussi harmoniser le système fiscal, ils veulent... Ah, mais ça, on veut plein de choses aussi. Oui, ça peut... On voit très bien. Enfin, vous regardez en 80 ans ce qu'ils ont fait, puis vous calculez le nombre de millénaires pour arriver à une harmonisation. Et ils ont fait un système, il y a des fraudeurs chez nous. C'est-à-dire que l'Irlande, c'est-à-dire que les Pays-Bas, en partie la Belgique, le Luxembourg, ils ont un business model en partie d'aller essayer de piquer l'argent aux collègues. C'est-à-dire, c'est marions-nous, et ce que je fais, je commence par te tromper. Mais ça va bien se passer. On va construire des choses super solides. C'est extraordinaire. Et quand même, comme parfois la Commission essaie de faire des choses, ils ont arrivé, à un certain nombre de cas, de condamner l'Irlande ou les Pays-Bas pour les obliger à aller réclamer de l'argent à Google ou aux GAFAM. Parce qu'ils avaient fait des choses illégales pour les attirer. C'est-à-dire que la loi leur dit bah, c'est bon les gars, vous avez gagné finalement, demandez tant de milliards à Google. Et le gouvernement fait non, en fait on va pas le faire. Et il faut que ce soit la commission qui leur fasse un procès en disant on vous oblige à aller réclamer l'argent dont vous avez droit à Google. C'est le niveau de corruption de ces types-là. Et ces types-là, on explique que oui, non, c'est l'Europe, ça va bien se passer, on va construire quelque chose en commun. Donc en fait, on a un nationalisme débridé, d'où l'aspect dont on parle un peu religieux, mais c'est cette idée hyper nationaliste quand on la regarde. Et surtout qui se fait avec des peuples qui n'en veulent pas. Problème supplémentaire, comme évidemment ces gens ne sont pas des démocrates, et ça, il faut vraiment le marteler, ces gens ne sont pas des démocrates, ils ont commencé à le faire. Et l'euro, c'est un pas majeur dans la fédéralisation, dans la construction de cet État. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas bien vu, n'ont pas bien compris, parce qu'en effet, c'est un peu complexe. En fait, pour un ensemble politique, sur un ensemble de capacités politiques, on en a déjà passé une grosse partie à l'échelon supérieur, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas démocratique, qu'il y ait extrêmement peu. Et donc, c'est pour ça que, en fait, quand on vote, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que parfois, dans des élans de lucidité et de franchise, vous pouvez avoir un Juncker qui dit « mais votre vote ne va rien changer, on ne peut pas voter contre les traités européens ». Beaucoup de gens ont sursauté, moi aussi, mais posons-nous 2 secondes, il est honnête, Juncker. Oui. Quelle est sa vision? C'est la vision d'un fédéraliste qui voit que la moitié du boulot est fait. Et c'est comme en France, vous vous dites que tiens, quand elle est à la présidentielle, ce qu'a voté l'Alsace, on s'en fout un peu. Surtout, c'est la voter dans le sens contraire de toutes les autres régions. Donc le vote en Alsace ne change pas la politique en France. Le vote aujourd'hui pour eux en France, ou en Grèce, ou en Espagne, ne change pas la politique européenne. Et quelque part, on ne peut pas leur enlever ça, puisqu'ils sont dans une logique fédérale. Alors il faut juste dire, attendez, on n'est pas d'accord pour avoir une logique fédérale. Après, si on est d'accord, oui, on comprend votre logique. Et on voit que cette étape-là se poursuit, et se poursuit d'ailleurs en ce moment même, puisque j'ai publié tout à l'heure le projet du traité d'Aix-la-Chapelle qui va être signé entre Merkel et Macron la semaine prochaine. Alors, il y a plein de fantasmes délirants autour de ça. Mais quand vous voyez, les types, ils sont en train de nous refaire un projet de mini-Union européenne. On n'était pas au courant, on apprend ça pour la semaine prochaine. C'est une première étape. Mais quand vous regardez les objectifs, ça commence à être très clair. Oui, il y a plein de politiques, il va falloir quand même demander, essayer de se coordonner avec les Allemands pour voir, quand on va faire quelque chose, ils sont d'accord, pour essayer de mettre du bilinguisme dans plein de régions, de traiter les régions frontalières pas de la même façon que les autres régions. Enfin, on commence à regarder, dire, attendez, on va se poser pour voir si on est d'accord. Les mecs n'en parlent pas, on n'a pas le droit d'en débattre. Et il a fallu, j'ai ramé un petit moment pour trouver le protocole. Waouh, allez le lire, vous voyez, c'est pas aussi scandaleux que ce qu'on dit, mais c'est une étape de plus encore. On se dit, mais attendez, mais ça sert à quoi? Et puis,
sans germanophobie. Pourquoi avec l'Allemagne? Pourquoi pas avec l'Espagne, avec l'Italie? C'est peut-être plus sympa de faire des choses avec les Espagnols en ce moment. Ah, donc, c'est un conseil des ministres franco-allemands qui existe depuis un petit moment, mais qui est encore cette fois gravé dans le marbre. C'est un ministre allemand tous les 3 mois qui va venir au conseil des ministres français. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de truc trop confidentiel à ce moment-là. Mais attendez, et puis vous vous dites, mais les autres pays, comment ils vont prendre ça? On est quoi? On est en train de faire un bloc gigantesque entre la France et l'Allemagne, et puis on va dire, bon, aux Italiens, bon, vous ferez ce qu'on va vous dire. Enfin, déjà, dans la construction de leur projet, on voit très bien qu'ils sont incapables de le mener à terme, parce qu'ils n'ont pas de sens politique, parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une incapacité à gérer les différences et à construire de façon raisonnable un projet en commun. C'est toujours une forme violente. Je ne sais pas comment dire un mot d'ailleurs sur la violence policière tout à l'heure, mais une violence aussi dans le politique qui est quand même assez stupéfiante. Question d'Internet. Pourquoi serait-il gênant qu'il y ait une nation européenne avec une uniformisation législative et surtout de la fiscalité? Alors, d'abord, il faut dire une nation, c'est un peuple. Et inversement, un peuple, c'est une nation. Culture aussi. Je dis un peuple. La culture, on va y venir, parce que qu'est-ce qui fait peuple? Quelle est la différence entre une masse de population, qui est un concept démographique, et un concept politique qui s'appelle le peuple? Eh bien, c'est le fait que le peuple est réuni autour de sa culture politique. Et il faut constater qu'aujourd'hui, la culture politique française est spécifique par rapport à la culture politique italienne, qui elle-même est spécifique par rapport à la culture politique allemande, qui elle-même est spécifique par rapport à la culture politique britannique. Non pas qu'il n'y ait pas des points communs entre ces différentes cultures politiques, mais nous avons un rapport différent au pouvoir central, au pouvoir des régions, au pouvoir du président. Les Allemands, par exemple, ne veulent pas avoir de président. Tout se joue autour du Premier ministre, qui s'appelle le chancelier ou la chancelière, bon, etc. Donc, on est bien sur une logique de politique et une logique d'institution politique. Dire que l'on veut construire une Europe fédérale supposerait qu'en amont, nous ayons déjà eu une uniformisation de la culture politique. Et ça, on voit bien, ça ne peut pas se faire. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera pas dans 200, 300, 400 ans. Je n'en sais rien. Après tout, la culture politique sur le territoire que l'on appelle la France, la culture politique entre les régions de vieille occupation romaine, grosso modo les régions du Midi et les régions du nord de la Seine, la culture politique était très différente. Et cette culture politique, au bout de quelques siècles, elle s'est finalement homogénéisée. Simplement, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que dans cette construction, qui est une construction jointe, commune du peuple et de la nation, il y a des événements importants qui permettent de vérifier cela. Alors en France, on dit toujours, oui, la bataille de Bouvines, qui a été un point essentiel dans la construction de la nation française. Il y a Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc montre l'existence d'un patriotisme français qui, d'une certaine manière, est supérieur aux règles lignagières qui déterminaient qui devait être le roi et qui ne pouvait pas l'être, etc. Donc on voit bien, il y a ça. On le voit aussi après, sous Henri IV, quand il y a cette espèce de soulèvement populaire contre les Espagnols qui va, d'une certaine manière, permettre de refaire l'unification entre les catholiques et les protestants. C'est le fameux mot qu'écrit Henri IV après la bataille de Fontaine-Française. « Pantois, brave Biron, nous avons battu les Espagnols à Fontaine-Française et tu n'y étais pas. » Et avec qui a-t-il battu les Espagnols? Avec des troupes protestantes, mais il le dit à un autre protestant qui n'avait pas voulu. Donc, il dit, voilà, il y a des moments où il faut faire silence sur ce qui peut nous diviser pour ne prendre que ce qui peut nous unir. Bref. Et puis, évidemment, il y a la Révolution française. Donc, on le voit, la construction d'un peuple et la construction d'une nation, ça prend des siècles. Et parfois, il y a des pays où ça se passe relativement mal. Prenons le cas de l'Italie. Dans l'Italie, encore aujourd'hui, ou de la Belgique, bien sûr. Bon, mais dans le cas de l'Italie, on voit très bien que le mécanisme de l'unité italienne a été en fait une forme de colonisation de l'Italie centrale et méridionale
par l'Italie du Nord, ce qui laisse encore des traces, et on le voit au niveau électoral avec le fait que les deux partis qui sont aujourd'hui au pouvoir, le Movimento 5 Stelle et la Lega, sont majoritaires, mais dans des régions différentes. Donc les 5 étoiles et la Ligue. Voilà. La Ligue est plutôt majoritaire au nord, et le mouvement 5 étoiles est plutôt majoritaire au sud. Est-ce qu'on peut qualifier ça? Oui, c'est en train de changer, mais mais au départ, c'était ça. Il y avait encore ça. Bon, alors, donc on voit très bien que la constitution d'une nation, c'est un processus très long. Et j'ai un collègue italien qui dit, en fait, nous, Italiens, nous avons déjà vécu l'histoire de la monnaie unique. C'est le moment où la lire piémontaise s'est imposée comme la monnaie de l'Italie réunifiée. Parce que ça a détruit l'économie du Sud. Et c'est vrai, quand vous regardez l'économie du royaume de Naples, vous voyez que cette économie, elle n'était pas florissante, mais elle n'était pas si différente de l'économie du Piémont. Et à partir du moment où se fait l'unité italienne et où se fait l'unité monétaire de l'Italie, eh bien, le Sud rentre en crise, et une crise dont il n'est pas encore complètement sorti. Olivier Delamarche, ensuite Olivier Berruyer. Moi, je pense que là, aujourd'hui, franchement, sur l'euro, qui n'est pas d'accord, à part les responsables de la Commission européenne, mais à peu près tous les économistes le disent. Même d'ailleurs, les économistes qui étaient anciennement pour l'euro sont venus sur ces positions-là. Donc maintenant, c'est une question de temps. C'est pas là parce qu'elle est vraiment importante. Je te redonne la parole. Il ne faut pas regarder les économistes. C'est comme les médecins. Quand tu as un cancer du poumon, tu vois le pneumologue. L'avis du dentiste et du podologue, il ne t'intéresse pas. Donc déjà, il faut regarder l'avis des économistes spécialistes de la monnaie. Oui. Et ils ne sont pas nombreux. Mais attends, il y a tout un clergé d'économistes qui sont des ultralibéraux, qui travaillent pour les banques. Machin. Vous regardez les universitaires qui travaillent sur la monnaie. L'immense majorité, depuis le début, est contre l'euro. Hein. Non, mais on est d'accord. Il faut le rappeler aux gens. C'est très difficile de trouver un mec sérieux qui est pour l'euro. Je pense que tout le monde, tous les gens sérieux sont contre l'euro, disent que c'est quelque chose qui ne marche pas. Et puis aujourd'hui, on a des faits, on a des chiffres, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, et on voit que lorsqu'on parle avec des européisste, on va appeler ça comme ça. Quand on parle avec des européistes, quel est l'argument qu'ils ont ? L'argument qu'ils ont aujourd'hui, c'est quand même assez faible, c'est de dire « Ah oui, mais si on sort, ça va être épouvantable ». Ce n'est pas un argument, ce n'est pas factuel, on ne parle pas de ce qui s'est passé, on ne parle pas des chiffres, on vous dit « Si on sort, c'est épouvantable ». Donc c'est comme si, dans une entreprise ou dans la vie, on fait quelque chose, ça ne fonctionne pas, et on dit « Ah ben non, on va continuer quand même ». C'est du jamais vu. Intellectuellement, c'est idiot. On ne peut pas dire autre chose. Donc, moi, je pense que le problème va se régler, et va se régler d'autant plus rapidement que moi, je suis assez persuadé que on est aujourd'hui en récession en Europe, on est en récession en Chine, on est en récession très probablement, si un jour on l'a quitté d'ailleurs, la récession, parce que depuis 2008, moi je ne suis pas bien sûr qu'on l'ait quitté, mais enfin bon, on est en récession aussi sur le continent américain. Et donc ce que je me dis, c'est que ça va être compliqué avec une récession mondiale, avec, pour ce coup-là, aucune région qui sera réellement en croissance. C'est assez nouveau, parce qu'en général, il y avait quand même toujours une région qui s'en tirait à peu près et qui finalement tirait les autres. Là, on va être en récession tous en même temps. Et on y est déjà. Alors, ce qui m'amuse, c'est de voir des gens qui sont en train de dire « oui, on sera peut-être en récession à la fin de l'année, etc. » Non, on y est déjà. Quand on regarde
les indicateurs, ils sont tous en train de passer au rouge. On sait que... Le pouvoir d'achat est censé augmenter de 1,5. Oui, non, mais il est censé, mais comme tous les débuts d'année. On est censé faire 2,5% de croissance, on est censé avoir une baisse du chômage, on est censé avoir des rémunérations qui augmentent. Enfin, on est toujours censé, sauf qu'à la fin de l'année, on s'aperçoit que c'était pas ça. Bon. Donc, en 2018, je vous rappelle, en début d'année 2018, on était censé avoir l'alignement des astres, c'est-à-dire une croissance extraordinaire, des résultats de société extraordinaires et une bourse extraordinaire, et tout allait bien. D'accord, on était parti pour avoir du 4,5% de croissance aux États-Unis, ce qui ne sera pas. Une baisse des dettes partout, une baisse des déficits budgétaires, etc. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, et c'est habituel. Je dirais, tous les débuts de l'année, on vous annonce des choses extraordinaires, et puis on s'aperçoit au fur et à mesure de l'année qui s'écoule que c'est pas vraiment ça. Bon, donc là, aujourd'hui, on a des indicateurs. Moi, je regardais, on a par exemple, aux États-Unis, vous retrouvez depuis déjà 3 ou 4 mois, avec des rentrées fiscales pour les entreprises qui sont plus faibles. On n'a jamais vu de baisse des rentrées fiscales, à taux égal, de baisse des rentrées fiscales sans qu'il y ait une récession dans les 3 mois qui suivent. Bon. C'est un fait. Personne ne va regarder cet indicateur parce que c'est bien trop fatigant, mais il se trouve que c'est ça. On sait qu'il y a un ralentissement qui est fort en Chine et on peut le corroborer. Il suffit d'aller regarder quelques indicateurs de fret, d'électricité, etc. Et donc, on sait que la Chine est en train de ralentir, fortement. On sait qu'en Europe, l'Italie est déjà en récession. La France, on y est aussi très probablement. L'Allemagne est en train de ralentir fortement, etc. Donc tout ça fait que on va se retrouver cette année où on était encore il y a quelques semaines en train de taper sur les Italiens parce que ils avaient sorti un déficit budgétaire de 2 ou 2,4 et que c'était catastrophique, alors que pendant ce temps-là, nous, on était à 2,8. Mais le problème est même pas là. Moi, je vous annonce ce qui va se passer. On va être à 4% de déficit budgétaire à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y aura moins de rentrées. S'il y a une récession, il y aura nettement moins de rentrées. Et vous serez à 4 en Italie, vous serez à 4 ou à 5 en France. Et donc là, on va se poser des vraies questions. Comme quoi ? La vraie question, ça va être que ça va être compliqué d'aller taper sur l'Italie en leur disant c'est pas bien ce que vous faites. Et donc on va avoir, moi je pense que tout le jeu aujourd'hui italien, c'est le jeu de Salvini, puisque finalement le vrai Premier ministre c'est qui ? C'est lui. Enfin, je parle sous ton contrôle, mais a priori, c'est quand même le type le plus en vue aujourd'hui. C'est le type le plus en vue. Bon, c'est le type le plus en vue aujourd'hui. Et je pense que moi, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de nous faire le coup du magicien. C'est-à-dire que on fixe l'attention des gens sur la migration, on fixe l'attention des gens sur le bateau qu'on refuse, etc. Alors évidemment, tout le monde y va, parce que c'est le grand truc, et tout le monde se précipite là-dessus en le traitant de salaud, etc., tous les noms. Monsieur Macron en premier, d'ailleurs, qui après se plaint quand il se prend un retour dans la figure, mais ça fait toujours des gens sur des bateaux, sur la mer. Il y a des gens sur les bateaux, sur la mer, après on va les chercher, etc. Enfin bon, il y a plein de... Et puis bon, il y a un moment où il faut quand même se poser des questions. Madame Merkel nous a pas interrogés avant de faire rentrer 2 millions de personnes chez elle, d'accord ? Sauf que après ils rentrent chez nous. D'accord ? Donc, l'espace Schengen, ça fait qu'après, il circule. Et Mme Merkel ne nous a pas demandé l'autorisation avant. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Sur la migration, dans les gilets jaunes, c'est aussi un sujet qu'on pourrait aborder. Et donc, je pense qu'il est en train de faire fixer l'attention là-dessus, parce que de l'autre côté, ils sont en train de préparer, à mon avis, la sortie de l'euro. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que, alors je peux me tromper, mais je pense que dans l'idée, c'est ça. Et comme d'habitude, malheureusement, nous qui n'avons rien préparé, parce qu'on ne peut même pas en discuter, c'est ce que disait Jacques tout à l'heure, on ne peut pas en discuter. De toute façon, dès que vous dites que vous êtes contre l'euro, vous êtes un nazi. Donc
bon, ça limite un peu l'expression, mais donc c'est idiot, mais ça limite l'expression, et donc ça permet de ne pas débattre. Là, si l'Italie sort, en effet, dans les semaines et dans les mois qui suivront, il y aura éclatement si vous n'avez rien préparé, là, vous allez vous retrouver à poil. Hein. Ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'on va subir bien plus que des gens qui y ont réfléchi, qui s'y sont préparés, etc. Donc, et en plus, dans un contexte qui va être extrêmement dur à cause de la récession. Et je pense que ça, on l'oublie aujourd'hui, parce que tout le monde est là, euphorique en début d'année, en se disant « Oui, allez, on fait table rase de ce qui s'est passé en 2018, et puis 2019, ça ira mieux, hein, comme à chaque fois. » Le seul problème, c'est que on risque d'avoir une succession de choses qui vont arriver en 2019 dans un contexte global qui sera assez catastrophique, avec rien pour se rattraper. Donc, si on a des banques qui commencent parce que récession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de créances irrecouvrables. Oui. On a déjà 360 milliards en Italie, mais sur les 360 milliards, il y avait 220 milliards de créances vraiment à zéro. Mais là, vous allez passer de 220 à 360, et puis même probablement à plus. Quand il y a une récession, vous avez de plus en plus d'entreprises qui ne peuvent pas, payer. Vous allez avoir la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé au moment où le pétrole est repassé de $28 à $80? Les sociétés de pétrole de schiste, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées voir le banquier en leur disant « reprêtez-nous de l'argent ». De 80 à 28, dans l'autre sens. Non, de 28 à 80, quand on est remonté, ces sociétés qui étaient complètement étranglées à ce moment-là sont allées revoir leur banquier en leur disant « faites-nous une rallonge parce qu'il faut qu'on sorte du pétrole ». Maintenant, résultat, on a fait 80-40. Aujourd'hui, elles reperdent de l'argent. D'accord? Et elles reperdent de l'argent, et si jamais vous avez, si jamais les marchés jouent la récession, vous allez voir que le pétrole descendra à 25. Il descendra à 25 pour la bonne et simple raison que les marchés, je ne parle pas de l'utilisation, mais là, aujourd'hui, quand les marchés jouent une récession, ils jouent une contraction de la demande. Ils se foutent complètement de savoir si à un moment l'Arabie Saoudite va fermer un petit peu le robinet ou un peu plus gros le robinet, etc. Tout ça, c'est des projections à beaucoup plus long terme. Ils vont pas se dire non plus ah ben oui, mais comme le pétrole a baissé, ben, il y a moins d'investissement, donc ça va contraindre l'offre, etc. C'est pas ça un marché. Un marché, c'est binaire. Vous savez, les gens qui sont derrière les tables de marché, c'est pas des cerveaux. Donc c'est des gens qui vont à un moment dire « Ok, on coupe, on balance, on bazarde ». Et à ce moment-là, vous allez avoir le pétrole, il est descendu à $28, il n'y avait pas la moindre baisse de la demande à ce moment-là, d'accord? Et il n'y avait pas la moindre, à ce moment-là, excès d'offres, etc. On est quand même descendu à 28. Moi, je vous le dis, si jamais les marchés jouent la récession, on descendra à 25. Ça ne veut pas dire qu'on y restera, mais on descendra à 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les pétroliers de schiste, notamment, qui perdent énormément d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir leur banquier en leur disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Et les banquiers vont faire faillite à ce moment-là, Olivier, parce qu'ils ne seront pas remboursés. Oui, alors la question du pétrole est effectivement extrêmement symptomatique des désordres dans lesquels on est. Parce qu'on dit, bon voilà, il y a un marché du pétrole, donc normalement, il y a une demande pour l'énergie, il y a une offre pour l'énergie, ça devrait arriver à s'ajuster. Et on voit, que le marché est devenu aujourd'hui un marché entièrement spéculatif. Pour une raison assez simple, c'est que des institutions financières, alors que ce soit des banques ou des quasi-banques, parce qu'il y a très souvent des sociétés financières qui ne sont pas des banques, ont acheté du pétrole comme réserve de valeur. Et aujourd'hui, elles détiennent une grosse partie du pétrole. Deuxièmement, on est sur un marché dans lequel il y a des très grosses compagnies qui ont les reins assez solides pour tenir le choc en cas de fluctuation
temporaire des prix du pétrole. Puis on a des toutes petites compagnies, en particulier dans le cadre du pétrole de schiste. Et ces compagnies, effectivement, sont très largement dépendantes du crédit bancaire. Aujourd'hui, une compagnie américaine qui est au Texas ou dans le Dakota et qui sort de ce qu'on appelle de l'huile de schiste, du pétrole de schiste, il faut savoir que 80 à 90% de son capital a été emprunté. Donc, ça veut dire qu'il y a là un effet de levier qui était extrêmement fort. Et par ailleurs, ces petites compagnies n'ont pas le même point critique, le point zéro, le point où elles commencent à faire du profit, que des grandes compagnies. Quand vous avez une grande compagnie comme BP qui exploite du pétrole de schiste, parce que BP a les moyens technologiques, BP gagne encore de l'argent avec un prix du pétrole à $40 le baril. Une petite compagnie, en moyenne, c'est plutôt 60, $65 le baril. Et il y a certaines des petites compagnies qui sont plutôt autour de $80 le baril. Donc, ça veut dire qu'on va être dans une situation où, effectivement, si on assiste à une faillite parce que les prix sont trop faibles de toutes ces petites compagnies, eh bien, ça aura un effet de retour sur les banques, mais ça aura aussi un effet dit de deuxième tour. Parce qu'à ce moment-là se posera la question de ces fameuses réserves de pétrole. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez dans toute une série de ports ou de grandes baies des pétroliers qui sont à l'ancre et qui ne servent que de moyens de stockage de l'huile. Ces pétroliers, ou le pétrole que contient ces pétroliers, sert en fait de réserve à des sociétés financières, mais ces réserves ont déjà été gagées pour permettre à ces sociétés financières d'emprunter. Or, si le prix du pétrole s'effondre à nouveau, les prêteurs de ces compagnies financières vont leur dire d'accord, mais votre collatéral, il a perdu tant % de sa valeur, faites la longe du restant qu'il faut pour votre collatéral. Ce qu'on appelle, c'est la question des prêts, des appels de marge. C'est les prêts collatéralisés. Et là, de très nombreuses sociétés financières ne pourront pas le faire. Donc, on peut avoir effectivement un mécanisme qui démarre en fait parce que on peut avoir soit un effet de marché, soit un petit effet lié tout simplement à un effet offre-demande, mais qui peut provoquer ce jeu du marché, et qui peut provoquer par la suite une espèce de détonation générale sur le marché du pétrole. Olivier Berruyer. Oui, moi j'aimerais réagir sur la question de départ, quand même, que je n'ai pas perdu en vue le fil, en repassant par l'euro, en essayant de faire un lien entre les deux. On a beaucoup parlé tout à l'heure des économistes, je rebondissais. Et c'est vrai que la plupart des économistes spécialistes de la monnaie, depuis le début, ont expliqué que l'euro marcherait probablement pas, que c'était voire même très dangereux. J'étais assez surpris quand j'ai enquêté sur ça, de voir que, en tout cas, un des plus fervents opposants à l'euro était Milton Friedman. Alors qui n'est pas mon maître à penser, mais qui était spécialiste de la monnaie et qui en l'espèce avait vu assez juste. Parce que pour ceux que ça intéresse, j'avais sorti son analyse sur mon site il y a quelques années. C'est très intéressant de la relire aujourd'hui parce que vous avez un économiste qui était politique aussi. C'est-à-dire qui voyait bien qu'il y avait un problème politique au bout d'un moment. Et qui disait, faites pas ça, vous allez foutre le feu. Déjà, je comprends pas pourquoi vous collez le franc aux marques, parce que le franc est beaucoup trop cher, vous faites du mal, là, il faut arrêter. Et avec l'euro, ça sera pire. Mais enfin, bon, heureusement, je pense quand même qu'il y aura des gens sérieux que ça va pas se faire. Hein, c'était ce qu'il disait. Donc, on va dire, voilà, un extrême néolibéral. Maurice Allais, qui était notre prix Nobel d'économie notre unique pendant très longtemps, qui était une espèce de libéral socialiste, disait, très européiste, mais disait, ok, il faut faire ça, mais d'abord, il faut surtout homogénéiser, hein, vous faites rien tant que c'est pas homogène, après effectivement on fera des trucs politiques, donc l'euro, moi j'y crois pas trop, faites le reste avant, et puis maintenant vous avez même du Stiglitz ou du Krugman sur la partie sociale qui vous explique que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est ce qu'il faut comprendre. La monnaie, c'est pas juste le truc sympa lequel on paye, et sur lequel on est un peu embêté quand on veut payer en Allemagne ou en Pologne, parce qu'il faut changer avant, c'est compliqué. Effectivement. La monnaie, c'est le sang d'une économie. C'est extrêmement central, et en particulier, ça sert à ajuster les économies entre elles quand elles n'ont pas, parce qu'elles n'ont pas les mêmes productivités. Quand le nouveau franc a été créé dans les années 60, c'était pratiquement un franc égale un mark.
quand, dans les années 90, on se met vraiment à figer, on est à 3 francs pour un mark. Le problème de l'inflation, c'est le problème du taux d'inflation. D'accord, bien sûr, ça peut expliquer. Mais en attendant, il y avait un truc 1 pour 1, et puis c'est passé quand même à 3 pour 1 en 25 ans. Donc on voit que les économies sont différentes. Donc si je les enserre l'une avec l'autre, il va se passer des choses. On peut discuter, ça peut se résoudre, on ne peut pas se résoudre, mais il se passe quelque chose. Ce n'est pas juste sans conséquence. Parce que déjà, ça ne marchait pas de la même façon. Donc quand vous arrivez, vous dites, bah, tiens, on va faire une monnaie unique. C'est aussi intelligent, première métaphore, que de dire, bah, tiens, on s'aime bien ici tous les trois. Moi, je fais du 44, toi du 43 en chaussures, toi du 40. On fait une petite moyenne à 42, donc on va prendre les mêmes chaussures parce qu'on s'aime bien. Mais évidemment, on va mettre la même pointure, 42 pour tout le monde. C'est ça, la monnaie unique. C'est la même monnaie pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans cet exemple tout bête ? Bah, c'est que quand vous êtes l'Allemagne avec votre 40, bon, bah, votre 42, c'est un peu grand, mais enfin, ça va bien. Quand vous faites votre 42,5, votre 42, et ça fait un peu mal, c'est la France. Et puis quand vous êtes l'Italie ou la Grèce, votre 44, ça fait très très mal, hein, des chaussures 42. C'est exactement ça qu'on fait. Parce que votre monnaie n'est pas adaptée. Donc, comme, et ça c'est un impensé en fait aussi des politiques, l'Allemagne est plus productive que la France, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de construction de son économie. Elle a toujours été comme le Japon, beaucoup plus exportateur, beaucoup plus efficace sur ce point-là. On a des points plus positifs en France, eux ils ont ce point-là en termes d'économie. Quand vous mettez la même monnaie dans la zone, vous avez la zone d'Allemagne qui est plus efficace. Donc, bah, effectivement, petit à petit, elle commence à pomper les emplois, puisqu'elle est plus compétitive que ce qui se passe en France ou en Italie. Et comme tu n'as plus le taux de change qui avant faisait basculer, parce que plus l'Allemagne était efficace, plus le mark montait, plus le mark était cher, plus la machine-outil en mark, quand vous étiez en Italie, elle était chère. Donc au bout d'un moment, si c'est trop cher, vous achetez plus la machine-outil allemande. Et donc vous rééquilibrez naturellement par la monnaie sans pilotage centralisé les économies. Vous n'avez plus ça. Donc en fait, l'Allemagne pompe les emplois et c'est ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'emplois en Allemagne, il y a de moins en moins de chômage, vous en avez de plus en plus dans la périphérie de la zone. Cette étape-là, elle est tout à fait logique et naturelle quand vous faites une monnaie unique dans la zone. Vous allez me dire, mais dans un pays, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe exactement la même chose. En France, vous avez l'Île-de-France qui a pompé les talents, qui pompe les cadres, qui pompe l'argent. Vous avez plein d'argent en Île-de-France. Et c'est là où on arrive à l'étape suivante, l'étape qui est beaucoup plus intéressante, en disant deux choses. Premièrement, pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça parce qu'en bonne partie, ils avaient essayé de stabiliser les monnaies avec le système monétaire européen pendant une vingtaine d'années, jusqu'au début des années 90, où la financiarisation des économies ayant augmenté, les masses disponibles étant plus grandes, vous avez eu des spéculateurs qui se sont mis à attaquer les États, les monnaies des États. Et l'été 92, vous avez une crise où le système monétaire, en gros, est à deux doigts d'exploser, en tout cas ne remplit plus son rôle de stabilisateur des monnaies. Donc ça ne marche plus. Donc là, vous avez un problème, ils ont un problème en disant on n'arrive plus à stabiliser les monnaies. Et donc là, il y avait deux voies possibles. Il y avait une voie relativement logique, qui était de dire, on va limiter la spéculation. C'est-à-dire que c'est plus open bar, et qu'on va simplement, par exemple, quand on va voir quelqu'un qui va dire « Bonjour, je voudrais $1 milliard dans notre banque centrale », au lieu de lui dire « On vous les donne », et que le gars ait spéculé contre notre propre monnaie, dire « Qu'est-ce que tu vas en faire, vieux ?» Réponse A, c'est pour acheter une filiale aux États-Unis. Très bien, on te donne effectivement ton $1 milliard. Puis quand le gars va vous dire « Non, c'est juste pour spéculer contre le dollar, puis après contre l'euro », on va lui dire « Désolé, ça peut être possible, bonne journée ». Les types n'ont pas fait ça, parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas s'attaquer à la spéculation. Plus, je pense, il y a aussi une idéologie de laisser faire, de ne pas réglementer, de ne pas dire non. C'est le pouvoir de dire oui, aussi les politiques. Ils ont dit, attendez, il y a un problème avec les monnaies, on va en faire qu'une. Mais sauf que quand vous faites ça, il y a des conséquences. Et les conséquences, je reviens, c'est que vous avez des divergences dans la zone, et tout d'un coup, vous avez la zone Allemagne qui devient extrêmement productive, efficace, et la zone Italie ou Grèce qui le devient extrêmement pas. Alors, je vous lance... Et là, je voudrais venir, parce que moi, c'est un peu long, mais ça répond directement à la question de départ. Et c'est là où se pose la question de est-ce qu'on a fait un pays dans la zone ? La question, c'est maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait dans un pays ? Puisque si on veut faire notre pays européen, c'est pas compliqué. On prend de l'argent en Allemagne, on le donne à l'Italie, on le donne à la Grèce. Et c'est ce qui se fait, on prend de l'argent à l'Île-de-France pour aller aider la Lozère, la Corrèze, pour faire les routes en Corse. On est un pays. Quand il y a plein de jeunes Espagnols qui vont travailler en Allemagne parce que l'emploi est là, on vous dit, regardez, il y a une efficacité du marché du travail. Ok. Question importante, qui va payer les retraites des Espagnols ? Les jeunes sont partis. Il est tout à fait logique de dire, faut prendre de l'argent du jeune Espagnol qui travaille en Allemagne pour payer la retraite de l'Espagnol. C'est ça un pays.
Et là, on voit très bien qu'à ce moment-là, ça ne marche pas. Parce qu'évidemment, les Allemands ne veulent pas cette solidarité-là. De toute façon, on est dans une phase où on ne veut même plus payer des impôts pour des gens de son propre pays. C'est sûrement pas pour aller en donner plus à des pays étrangers, dont en plus une propagande va dire qu'ils sont fainéants, regardez, c'est pas pareil. Eux, on est différents. Donc c'est sûr que le grec, il a 50 raisons de critiquer l'allemand et que l'allemand, il a 50 raisons de critiquer le grec. C'est des cultures et des populations différentes. Et quand notre spectateur demande mais pourquoi on ne fait pas un seul pays, on pourrait faire un seul pays, on peut tout faire. D'ailleurs, on peut faire un seul pays sur la planète aussi, en théorie, ça marche très bien. Après, il y a quelques conséquences plus ou moins agréables. Et la conséquence centrale, c'est les impôts et c'est le transfert budgétaire. Et on voit très bien que... Mais je ne veux pas dire d'égoïsme. On dit oui, non, ils ne sont pas égoïstes, les Allemands, c'est normal. De toute façon, tu as travaillé en Allemagne, tu n'as pas forcément envie de donner tout en argent aux Italiens pour les aider à sauver leur banque. Et de toute façon, s'il fallait le faire, il vaut mieux le donner aux Africains qui meurent de faim si on va là-dedans en termes de solidarité. Et donc la question centrale, elle est là, elle est la solidarité. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas la même culture. Qu'un Grec, c'est pas un Norvégien, c'est pas un Irlandais, c'est pas un Estonien. Et que c'est difficile de faire ça. Je vais vous poser une et c'est la conclusion. Et c'est la conclusion. 2 minutes, excuse-moi. Ton tunnel, tu veux une pelle pour ton tunnel? Mais par rapport à ce qu'a dit Jacques, évidemment qu'on peut faire, et que la France, après tout, ça s'est fait comme ça. Il y avait plein de trucs différents. Mais quand vous construisez, entre guillemets, parce que c'est pas ça prend des siècles, et c'est surtout violent et non démocratique. Alors, parce qu'un jour, il faut aller dire au type qui parle la langue d'Oil, qui ne peut plus parler la langue d'Oil, la langue d'Oc, pardon, qu'il faut qu'il parle la langue d'Oil. Donc, c'est ce qu'il faut faire. En France, si on veut faire un seul pays, en Europe, vous dites à tout le monde, il faut parler allemand, et puis ce sera beaucoup plus efficace. Il faut dire, votre code pénal, vos cultures françaises, vous oubliez, ça va être l'Allemagne, etc., etc. Alors, à vous trois, je vous pose une question, histoire de vous lancer bien loin. Quel parti politique vous voyez pour gérer ce qui est en train de se passer ?